Imaginez un chevalier durant l'été de 1191, quelque part en terre sainte torride pendant la troisième croisade. Il est assis à l'ombre d'une tente élimée, à des lieues et des lieues de chez lui, son armure mise de côté pour échapper à la chaleur implacable. Devant lui se trouve sa ration quotidienne, un morceau de biscuit de mer, cuit 6 mois plus tôt en prévision de cette campagne. Alors qu'il brise ce pain dur comme de la pierre, quelque chose bouge à l'intérieur. Des dizaines de petits coléoptères et de larves pâles tombent sur ses genoux. Il soupire, en écarte la plupart d'un revers de main, et commence à manger malgré tout. Telle est la réalité de la vie militaire médiévale, bien loin des tournois étincelants et des somptueux festins de châteaux célébrés dans les récits de chevalerie. Derrière l'imagerie romantique des chevaliers en armure étincelante se cache une vérité plus sinistre. Ces guerriers d'élite survivaient avec une nourriture parmi les plus effroyables de l'histoire humaine. Dans cette vidéo, vous découvrirez la réalité choquante de ce que les chevaliers mangeaient vraiment lorsqu'ils partaient en guerre. Nous lèverons le voile sur les biscuits infestés d'insectes qui pouvaient se conserver des années mais devaient être martelés avant d'être à peu près comestibles. Vous découvrirez les viandes conservées si complètement saturées de sel qu'il fallait des heures de trempage juste pour les rendre mangeables, et le poisson séché si âcre que les marchands vénitiens crurent d'abord qu'il était avarié. Nous explorerons l'eau contaminée qui a tué plus de croisés que les sabres musulmans ne l'ont jamais fait, et le pain empoisonné qui provoquait gangrène et hallucinations, de la famine qui réduisait de fiers chevaliers à manger leurs destriers bien-aimés lors de sièges désespérés, au scorbut qui rongeait les gencives des croisés jusqu'à ce que les barbiers doivent couper les tissus morts. Cette exploration révélera comment l'alimentation déterminait le succès ou l'échec des campagnes militaires médiévales. Nous examinerons le contraste saisissant entre les viandes fraîchement rôties, dégustées lors des banquets de château, et les rations monotones et dangereuses endurées en campagne. Fait remarquable, nous découvrirons également comment un groupe de guerriers, les chevaliers templiers, a trouvé une voie plus saine qui les a aidés à survivre à leurs contemporains de plusieurs décennies. Comment les plus grands guerriers de l'Europe médiévale survivaient-ils avec une nourriture qui serait considérée comme immangeable selon les normes modernes? Comment était-ce vraiment de faire campagne pendant des mois ou des années, en mangeant jour après jour les mêmes biscuits véreux et la même viande encroûtée de sel? Les réponses révèlent des vérités fondamentales sur la guerre médiévale, les hiérarchies sociales et la résilience humaine. Nous voyagerons à travers de multiples croisades, sièges et campagnes, à travers l'Europe et la Terre Sainte, examinant les aliments spécifiques qui rendaient la vie des chevaliers misérable et explorant comment ces réalités alimentaires ont façonné le cours de l'histoire elle-même. Pour vraiment comprendre le calvaire qui attendait les chevaliers en campagne, nous devons d'abord saisir le contraste extraordinaire entre leurs deux mondes culinaires. Les chevaliers médiévaux menaient une existence paradoxale en matière de nourriture. Chez eux, dans les grandes salles des châteaux, ces guerriers aristocratiques participaient à des rituels de festins élaborés qui mettaient en valeur leur statut social élevé. Mais lorsque la guerre les appelait sur des champs de bataille lointains, ce privilège s'évaporait. Le banquet de château médiéval représentait bien plus qu'un simple moyen de subsistance. Ces festins servaient de démonstration de richesse, de pouvoir et de rang social. La viande fraîche dominait ces occasions, et le palais exigeant de la noblesse n'acceptait rien de moins. Comme le montrent clairement les sources contemporaines, le goût vraiment raffiné préférait uniquement la viande fraîche par opposition aux morceaux salés et conservés. Les chevaliers se rassemblaient dans de grandes salles pour se régaler de poulets rôtis, de porcs succulents, de lapins, de venaisons provenant des terrains de chasse du seigneur et de sangliers. La viande arrivait fraîche de la cuisine, encore crépitante sur la broche où elle avait été rôtie à la perfection. Les réserves alimentaires du château provenaient des impôts locaux et des biens réquisitionnés auprès de la paysannerie. Les potagers fournissaient des légumes et des herbes. Les expéditions de chasse dans les forêts réservées rapportaient du gibier. Les eaux locales donnaient du poisson. Le château médiéval fonctionnait comme une plaque tournante de la collecte, du stockage et de la distribution de la nourriture, avec le seigneur et ses chevaliers au sommet de cette hiérarchie. De plus, la culture entourant ces festins célébrait l'excès. Un solide appétit était considéré comme une grande vertu au sein de la classe guerrière. À table, les chevaliers essayaient probablement de se surpasser les uns les autres sur la quantité de nourriture et de boissons qu'ils pouvaient consommer. Cette compétition alimentaire démontrait la vitalité, la vigueur et la prouesse martiale. La viande fraîche, en particulier, servait de marqueur de distinction sociale.
Bien que des techniques de conservation comme le salage et le fumage aient été employées pour assurer la disponibilité de nourriture tout au long de l'année, la riche noblesse ne voyait aucune nécessité à manger quelque chose de conservé lorsque des options fraîches étaient disponibles. Pourtant, ce monde d'abondance se transformait radicalement lorsque l'appel aux armes arrivait. En campagne, qu'ils marchent à travers l'Écosse hostile, assiègent des châteaux au pays de Galles, ou avancent péniblement à travers les paysages torrides de la Terre sainte, les chevaliers se retrouvaient réduits aux mêmes rations militaires de base fournies aux simples soldats. Les hiérarchies sociales élaborées qui régissaient la vie de château se dissolvaient face à la réalité logistique. Les convois de ravitaillement ne pouvaient pas transporter de la viande fraîche pour des milliers d'hommes sur des centaines de kilomètres. Le chevalier qui, peu de temps auparavant, rivalisait avec ses pairs pour savoir qui consommerait le plus de venaison rôtie, se retrouvait maintenant à ronger des biscuits durs comme de la pierre et à faire tremper de la viande encroûtée de sel. Cette transition choqua de nombreux chevaliers, en particulier ceux qui se lançaient dans leur première campagne. Au lieu de la gloire et des provisions fraîches, ils rencontraient des rations monotones, de l'eau contaminée et la lente étreinte de la faim. La nourriture représentait le statut dans la société médiévale, peut-être plus que toute autre nécessité quotidienne. Manger comme un paysan remettait en question l'identité même d'un chevalier. Les rations quotidiennes standards qui attendaient ces chevaliers en campagne étaient maigres, environ 1 kg de pain et 400 g de viande salée ou fumée par jour. Les boissons consistaient en bière, ale ou vin bon marché lorsque disponible. L'eau était évitée en raison de craintes fondées de contamination. Ces rations, calculées pour fournir jusqu'à 5000 calories par jour pour les tâches physiques exigeantes de la guerre médiévale, ne parvenaient néanmoins pas à offrir une variété nutritionnelle, une palatabilité ou une protection contre les maladies. Ce contraste saisissant entre l'abondance du château et les privations de la campagne prépare le terrain pour notre exploration plus approfondie. Bientôt, nous découvrirons pourquoi le biscuit de mer a gagné des surnoms aussi redoutables que château à verre. Commençons par la ration militaire, peut-être la plus tristement célèbre de l'histoire. Parmi tous les aliments désagréables endurés par les chevaliers médiévaux, peu ont atteint le statut légendaire du biscuit de mer. Ce biscuit dense et dur comme de la pierre représente la solution médiévale à un problème militaire fondamental. Comment fournir du pain, l'aliment de base du régime européen, à des soldats lors de campagnes durant des mois, voire des années? La réponse fut de créer quelque chose d'à peine reconnaissable comme du pain. La composition du biscuit de mer était brutalement simple, de la farine, de l'eau et parfois une petite quantité de sel, mélangée en une pâte puis cuite plusieurs fois pour en retirer toute trace d'humidité. Une fournée standard était cuite 2 à 4 fois pour atteindre la durabilité souhaitée. Pour les voyages en mer particulièrement longs ou les campagnes lointaines, certaines fournées étaient cuites 4 fois pour garantir une sécheresse absolue. Les archives historiques documentent que les commandants prudents ordonnèrent la préparation des biscuits de mer 6 mois avant de prendre la mer. Le résultat était un biscuit qui pouvait se conserver des années s'il était gardé au sec, une prouesse de conservation presque miraculeuse. Le roi Richard Ier d'Angleterre apporta des quantités substantielles de biscuits de mer lors de la Troisième Croisade, qui dura de 1189 à 1192. Les récits contemporains désignent cette provision sous le nom de biscuit de métaille, un composé à base de céréales mélangées, notamment de l'orge, de la farine de fèves et du seigle. Les croisés transportèrent de ces biscuits sur des milliers de kilomètres, d'Angleterre à travers la France et la Méditerranée jusqu'en Terre Sainte. La texture du biscuit de mer présentait le premier obstacle majeur à sa consommation. Le biscuit de mer était semblable à une planche, rigide, et capable de casser les dents si on le mordait directement. Les soldats lui donnèrent divers surnoms peu flatteurs, notamment casse-molaire, tôle de fer et château à verre. L'approche standard consistait soit à tremper les biscuits dans de l'eau, de la soupe ou du café pendant de longues périodes, jusqu'à ce qu'ils ramollissent assez pour être mâchés, soit, alternativement, à les briser avec des pierres ou des marteaux pour les réduire en plus petits fragments. Mais la texture ne représentait que le début des horreurs du biscuit de mer. Le vrai cauchemar se cachait à l'intérieur des biscuits eux-mêmes. Divers insectes trouvaient ces biscuits denses comme des terrains de reproduction idéaux, et avec le temps et les bonnes conditions, le biscuit de mer passait de simplement imbuvable à activement infesté. Le principal nuisible était la vrillette du pain, connue scientifiquement sous le nom de Stegobium paniceum.
Ces petits coléoptères creusaient des galeries dans le biscuit de mer, y pondant des œufs qui éclosaient en larves à l'intérieur du biscuit. Un nuisible secondaire, le cadelle, produisait des larves pouvant atteindre jusqu'à 20 mm de long. Les soldats appelaient ces créatures particulièrement répugnantes des bateliers ou simplement des asticots. L'ampleur de l'infestation pouvait être stupéfiante. Un soldat de la guerre de sécession, écrivant des siècles après la période médiévale, mais ayant affaire à un biscuit de mer essentiellement identique, a méticuleusement compté 32 vers, asticots et autres créatures dans un seul biscuit. Les biscuits ont gagné le surnom de châteaux à vers en raison de leur tendance à abriter des colonies entières d'insectes. Les chevaliers et soldats médiévaux développèrent divers mécanismes d'adaptation pour faire face aux biscuits de mer infestés. Une technique courante consistait à casser le biscuit de mer dans du café ou de la soupe, puis à écumer les insectes qui flottaient à la surface. Une autre approche consistait simplement à tremper le biscuit de mer dans l'eau pour déloger les charançons avant de le consommer. Certains soldats adoptèrent la stratégie de manger leurs rations sans regarder de trop près, estimant que quelques insectes supplémentaires fournissaient un apport en protéines. Cet humour noir sur leurs terribles rations aidait les soldats à faire face psychologiquement à des conditions qui répugneraient à la sensibilité moderne. Les conséquences sur la santé de la consommation de biscuits de mer pendant de longues périodes allaient au-delà du simple dégoût de partager ses repas avec des insectes. La consommation constante provoquait des problèmes digestifs, en particulier la diarrhée, car le système digestif luttait avec les céréales denses et à peine transformées et le manque de variété nutritionnelle. Les soldats médiévaux avaient besoin de nutriments variés pour rester en bonne santé pendant le travail physiquement exigeant de la campagne. Marcher sur de longues distances avec un équipement lourd, combattre, construire des ouvrages de siège, s'occuper des chevaux et accomplir d'innombrables autres tâches épuisantes. Le biscuit de mer fournissait des calories et des glucides, mais offrait une complexité nutritionnelle minimale. Le manque de vitamines, de minéraux et de fibres signifiait que les soldats se nourrissant principalement de biscuits de mer pendant des semaines ou des mois développaient des carences qui compromettaient leur santé et leur efficacité au combat. Le bilan psychologique ne doit pas non plus être sous-estimé. Imaginez ouvrir votre sac de rations jour après jour, semaine après semaine, en sachant que les mêmes biscuits durs comme de la pierre, possiblement infestés d'insectes, vous attendent. La monotonie à elle seule était écrasante, mais combinée au véritable désagrément de la préparation et de la consommation, le biscuit de mer est devenu un symbole de la souffrance militaire. Les chevaliers qui avaient grandi en mangeant du pain frais, cuit quotidiennement dans les cuisines du château à partir de farine fine, passaient maintenant leur soirée à marteler des biscuits semblables à des planches ou à pêcher des larves de coléoptères dans leur café. Pourtant, malgré toutes ces horreurs, le biscuit de mer résolvait un problème logistique crucial. Aucun autre produit à base de pain ne pouvait survivre aux conditions des campagnes militaires médiévales. Le pain frais moisissait en quelques jours. Même le pain partiellement séché ne pouvait pas durer des semaines ou des mois dans les chariots de ravitaillement ou les cales des navires. Le biscuit de mer, malgré sa profonde imbuvabilité, représentait la meilleure technologie disponible pour fournir du pain aux armées en mouvement. Cette tension entre la nécessité et l'horreur caractérise une grande partie de l'approvisionnement militaire médiéval. Les soldats et les chevaliers enduraient ce qu'ils devaient, parce que l'alternative était la famine, et la famine signifiait la défaite. Comme nous le découvrirons bientôt, si le biscuit de mer était mauvais, la viande conservée qui l'accompagnait n'était guère meilleure. Alors que le biscuit de mer ressemblait au moins à du pain dans ses origines, la viande conservée présentait une catégorie de défis culinaires entièrement différente. Le monde médiéval ne disposait d'aucune technologie pour conserver la viande fraîche pendant les longues campagnes. Sans réfrigération, la viande fraîche se gâtait en quelques jours. La solution était la conservation par le salage, une technique qui extrayait l'humidité de la viande et créait un environnement hostile aux bactéries responsables de la décomposition. La nécessité de conserver la viande a façonné la logistique militaire tout au long de la période médiévale. Les rations militaires standards prévoyaient environ 400 grammes de viande par soldat et par jour. Cette viande ne provenait pas d'un abattage frais, mais plutôt de barils remplis des mois plus tôt, complètement saturés de gros sel. Les types de viande les plus couramment conservés comprenaient le lard, le jambon, le bœuf et le porc. Ces morceaux étaient emballés dans des barils en bois avec des couches de sel, créant un seau qui pouvait conserver la viande pendant des mois.
L'apparence et la texture de la viande conservée choqueraient quiconque est habitué aux produits salés ou séchés modernes. La viande salée médiévale était, comme le décrivent les sources contemporaines, très salée et dure. Il était presque impossible de simplement en couper un morceau et de le mâcher en raison de sa texture, et même si l'on parvenait à en avaler une bouchée, le goût de sel écrasant rendait l'expérience intolérable. La viande nécessitait des heures de préparation pour devenir à peu près mangeable. Ce processus de préparation impliquait généralement de faire tremper ou bouillir la viande plusieurs fois dans des eaux changées. Un chevalier ou un soldat espérant manger de la viande conservée pour le repas du soir devait commencer la préparation le matin ou même la veille au soir. La viande était placée dans l'eau qui extrayait progressivement une partie du sel. Après plusieurs heures, l'eau était jetée et remplacée par de l'eau fraîche pour une autre séance de trempage. Ce processus était répété plusieurs fois jusqu'à ce que la viande ait libéré suffisamment de sel pour être comestible. Même après cette préparation laborieuse, la viande qui en résultait ressemblait peu à des morceaux frais. Le trempage et l'ébullition répétée dissolvaient non seulement le sel, mais aussi une grande partie de la saveur. Ce qui restait était une substance pâle et filandreuse qui fournissait des protéines et des calories, mais offrait peu de satisfaction culinaire. La graisse devenait souvent rance avec le temps, ajoutant des saveurs désagréables même après préparation. Les conséquences sur la santé d'un régime dominé par la viande fortement salée étaient graves. L'Organisation mondiale de la santé recommande actuellement de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour pour les adultes. Les régimes militaires médiévaux, basés principalement sur la viande salée, dépassaient largement cette recommandation. Sur des mois ou des années de vie de campagne, cet apport excessif chronique de sel endommageait les systèmes cardiovasculaires, contribuant à l'hypertension artérielle, aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Ce qui rend cette situation particulièrement frappante, c'est le nivellement social qu'elle représentait. Les chevaliers, qui chez eux n'auraient jamais accepté de la viande conservée lorsque des alternatives fraîches existaient, se retrouvaient en campagne à manger les mêmes provisions encroûtées de sel que le plus humble des fantassins. Cette dissolution du privilège culinaire a dû être exaspérante pour des guerriers aristocratiques habitués à la déférence sociale en toutes choses. La qualité de la viande conservée se détériorait encore avec le temps. Vers la fin d'une longue campagne, les soldats se retrouvaient à consommer de la viande qui était dans des barils depuis des mois. Les rations de garnison étaient souvent décrites comme étant de très mauvaise qualité. Pourtant, même ces aliments de base désagréables semblaient tolérables comparés aux poissons séchés qui attendaient ensuite les chevaliers. Parmi les nombreux aliments conservés en durée par les guerriers médiévaux, le stockfish occupe une place spéciale dans le panthéon des choses désagréables. Cette morue complètement desséchée, séchée sans sel, jusqu'à ressembler plus à une planche de bois qu'à quelque chose qui avait un jour vécu dans la mer, mettait au défi à la fois les sens et les muscles de la mâchoire de quiconque était forcé de la consommer. Le stockfish était créé en suspendant de la morue fraîche dans l'air froid et sec des régions nordiques, en particulier la Norvège et l'Islande, jusqu'à ce que pratiquement toute l'humidité se soit évaporée de la chair. Contrairement aux poissons salés, le stockfish ne subissait aucun salage. Il séchait simplement à l'air jusqu'à perdre environ 5/6 de son poids initial. Cette réduction de poids spectaculaire rendait le stockfish extraordinairement pratique pour le transport et le stockage. Les archives historiques sur le stockfish remontent au IXe siècle, la première mention apparaissant dans une saga islandaise du XIIIe siècle appelée la saga des Gil, qui fait référence à des événements datant d'environ l'an 875. À l'époque médiévale, le stockfish était expédié de Norvège en Grande-Bretagne et dans toute l'Europe. Les chevaliers en campagne ont presque certainement rencontré le stockfish, en particulier lors d'opérations prolongées loin des sources de nourriture fraîche. L'odeur du stockfish annonçait sa présence bien avant que quiconque ne le voie. Cette morue séchée développait une odeur piquante et envahissante qui donnait la nausée à tout le voisinage. Le stockfish se classe parmi les poissons les plus odorants du monde. Lorsque les marchands vénitiens ont rencontré pour la première fois du stockfish importé du Nord, ils ont supposé que le produit était avarié et ont d'abord refusé de le manipuler, incapables de croire que quelque chose sentant si mauvais pouvait être un aliment intentionnellement conservé. En apparence, le stockfish ressemblait à une momie de poisson semblable à une planche, dure comme de la pierre et coriace. Cette dureté extrême présentait un obstacle important à la consommation. Le stockfish devait être battu, littéralement martelé, avec des instruments contondants
jusqu'à ce que les fibres commencent à se décomposer. Un dicton allemand de 1544 a capturé cette nécessité. Stockfisch muss man blöwen, ce qui signifie « il faut battre le stockfish ». Même après avoir été soigneusement battu, le stockfish nécessitait un long trempage avant de pouvoir être mangé. La chair séchée devait réabsorber de l'eau pour devenir masticable. Ce processus de réhydratation n'était jamais complètement réussi. Le stockfish ne retrouvait jamais la texture du poisson frais. Au lieu de cela, il devenait une substance quelque peu caoutchouteuse et filandreuse. Le goût du stockfish correctement préparé était, ironiquement, presque agressivement fade. Le grand humaniste Erasme de Rotterdam a déclaré de manière célèbre que le stockfish était trop fade pour être nutritif. Après tout le battage et le trempage, ce qui en ressortait était, au mieux, un léger goût de poisson, dépourvu des saveurs riches du poisson frais ou même de la salinité prononcée du poisson salé conservé. Pourquoi, alors, les chevaliers enduraient-ils le stockfish? La portabilité du stockfish était inégalée par toute autre source de protéines disponible à l'époque médiévale. Un chevalier pouvait transporter suffisamment de stockfish dans sa sacoche de sel pour se nourrir pendant des jours sans se soucier de la détérioration. Les convois de ravitaillement pouvaient transporter des milliers de livres de protéines en utilisant beaucoup moins de chariots que ce qui serait nécessaire pour de la viande fraîche ou même salée. Chez eux, les chevaliers savourèrent du poisson frais pêché dans les rivières et les ruisseaux locaux. En campagne, ces mêmes chevaliers se retrouvaient à battre de la morue séchée avec des pierres et à avaler de force le résultat insipide. Aussi imbuvables que fussent ces aliments de base conservés, ils partageaient une qualité consolante. Ils avaient peu de chances de vous tuer. La même assurance ne peut être offerte pour les prochaines catégories d'aliments que nous allons explorer. Parmi toutes les menaces auxquelles les chevaliers médiévaux étaient confrontés en campagne, peu se sont avérés aussi mortels qu'un ennemi qu'ils ne pouvaient ni voir ni combattre et qu'ils ne comprenaient souvent pas. Les maladies d'origine hydrique. L'eau contaminée et la dysenterie qu'elle provoquait ont tué bien plus de guerriers au cours de la période médiévale que les combats ne l'ont jamais fait. Les cités, villes, villages et camps militaires médiévaux manquaient tous des infrastructures sanitaires que les populations modernes tiennent pour acquises. La compréhension médiévale de la maladie, basée sur les théories des mauvais airs et des déséquilibres humoraux plutôt que sur la théorie des germes, ne fournissait aucun cadre pour comprendre comment l'eau contaminée transmettait les maladies. Par conséquent, les sources d'eau sur lesquelles les armées comptaient étaient constamment polluées. La contamination provenait de multiples sources. Le fumier des chevaux, du bétail et d'autres animaux était régulièrement jeté dans les rivières et les fossés. Les ordures et les déchets suivaient le même chemin. Lorsque les animaux mouraient, leurs carcasses finissaient souvent dans les sources d'eau. Les déjections humaines se retrouvaient inévitablement dans la même eau que les gens puisaient pour boire. Les villes médiévales construites le long des rivières utilisaient ces rivières, à la fois comme source d'eau et comme égout. Les camps militaires, où des milliers d'hommes et de chevaux se concentraient dans de petites zones, créaient des conditions encore pires. La dysenterie, connue des gens du Moyen Âge sous le nom de « le flux », est apparue comme l'une des maladies les plus courantes et les plus mortelles dont souffraient les armées médiévales. Cette maladie, causée par une infection bactérienne ou parasitaire des intestins, produisait des symptômes à la fois atroces et débilitants, diarrhée sanglante, forte fièvre, crampes et déshydratation progressive. Sans intervention médicale moderne, la dysenterie pouvait tuer rapidement. Les sources historiques documentent la présence endémique de la dysenterie dans les campagnes militaires médiévales. Une épidémie particulièrement bien documentée s'est produite pendant la Troisième Croisade en 1189, lorsque les croisés allemands traversant la Bulgarie ont subi des pertes dévastatrices. Les chroniques contemporaines rapportent que plus de 100 croisés moururent d'une combinaison de fièvre carte et de dysenterie, avant même que l'armée n'atteigne la Terre Sainte. Ce schéma s'est répété tout au long des croisades. Plus d'hommes succombaient à la maladie qu'aux armes ennemies. La compréhension des gens du Moyen Âge de ces épidémies était fatalement erronée. Lorsque les soldats tombaient malades après avoir bu à une source d'eau particulière, les commandants et les médecins étaient plus susceptibles de soupçonner que les ennemis avaient empoisonné les puits que de reconnaître la mauvaise hygiène comme coupable. Ils étaient plus prompts à suspecter la ciguë dans l'eau que les mains non lavées d'un cuisinier comme source de la maladie. Les gens du Moyen Âge reconnaissaient empiriquement que l'eau était souvent impropre à la consommation.
Cette reconnaissance a conduit à une solution pratique qui a partiellement atténué le danger. Boire des boissons fermentées, au lieu de l'eau chaque fois que possible. La bière, l'âle et le vin sont devenus les boissons préférées dans toute la société médiévale. Ces boissons offrirent des avantages de sécurité significatifs car leur production impliquait une ébullition. Les gens du Moyen Âge ne comprenaient pas que l'ébullition tuait les bactéries, mais ils avaient observé au fil des générations que les gens qui buvaient de la bière et du vin tombaient moins souvent malades que ceux qui comptaient sur l'eau. Cependant, les boissons fermentées n'étaient pas toujours disponibles en quantité suffisante. Lors de longues campagnes, ou lorsque les lignes de ravitaillement étaient coupées, les armées manquaient de bière et de vin, forçant les soldats à boire toute l'eau qu'ils pouvaient trouver. À ces moments-là, des épidémies de dysenterie suivaient généralement. L'impact stratégique de la dysenterie et d'autres maladies d'origine hydrique sur la guerre médiévale ne peut être surestimé. Des campagnes qui commençaient avec des milliers de soldats efficaces se terminaient avec des forces décimées, la majorité des pertes ne provenant pas des combats mais de la maladie. Le roi Richard Ier d'Angleterre et le roi Philippe II de France ont tous deux frôlé la mort à cause de la maladie pendant la Troisième Croisade. Durant l'été de 1192, une autre épidémie a balayé l'armée des croisés, laissant Richard gravement malade et le forçant à abandonner son plan de capturer Jérusalem. La maladie a façonné l'histoire aussi profondément que n'importe quelle bataille. Pour le chevalier individuel souffrant de dysenterie, l'expérience était cauchemardesque. La diarrhée sanglante constante provoquait une déshydratation rapide et un déséquilibre électrolytique. La fièvre brûlait le corps, tandis que les crampes rendaient même les mouvements de base atroces. La faiblesse augmentait de jour en jour, car le corps perdait des fluides et ne pouvait pas absorber correctement les nutriments. Les médecins médiévaux ne pouvaient offrir que peu d'aide. Les soins médicaux, tels qu'ils existaient, proposaient divers remèdes à base de plantes ou des saignées, basés sur la théorie des humeurs. Mais ces interventions ne faisaient rien pour traiter l'infection bactérienne ou parasitaire sous-jacente. De nombreux chevaliers qui ont survécu aux épées ennemies sont morts en se tordant de douleur dans leur tente, victimes d'organismes microscopiques qu'ils ne pouvaient pas voir et ne comprendraient pas avant des siècles. L'eau contaminée était un ennemi invisible, mais certains aliments portaient des menaces visibles, qui étaient tout aussi mortelles. Alors que l'eau contaminée posait une menace microbienne invisible, un autre danger se cachait dans l'un des aliments les plus fondamentaux de la société médiévale, le pain lui-même. L'ergotisme, une maladie horrible causée par un champignon qui infectait le seigle et d'autres céréales, terrorisa l'Europe médiévale par vagues successives d'épidémies, rendant malades des millions de personnes et en tuant des dizaines de milliers. Le coupable était le Claviceps purpurea, un champignon dont le nom dérive des mots latins pour massue et tête. Ce champignon affectionnait particulièrement le seigle, bien qu'il puisse également infecter le blé, l'orge et d'autres céréales. Lorsque les conditions étaient favorables, le champignon colonisait le grain en développement, remplaçant les grains normaux par des structures sombres et allongées appelées sclérotes d'ergot. Ces sclérotes contenaient de puissants composés alcaloïdes qui, une fois consommés, provoquaient des effets physiologiques dévastateurs. Les symptômes de l'ergotisme se divisaient en deux grandes catégories. L'ergotisme gangreneux provoquait la constriction des vaisseaux sanguins, coupant l'approvisionnement en sang des extrémités. Les victimes voyaient avec horreur leurs doigts, leurs orteils, leurs mains et leurs pieds devenir sombres, puis noirs, se nécroser et finir par tomber. Le processus s'accompagnait d'une sensation de brûlure terrible, d'où le nom de feu. L'ergotisme convulsif produisait des symptômes différents mais tout aussi terrifiants, de violentes convulsions, des spasmes musculaires, des plaies douloureuses et des hallucinations vives. L'Europe médiévale a connu des vagues d'épidémies d'ergotisme tout au long de la période. L'une des plus graves a frappé la France en 994 de notre ère, tuant entre 20 000 et 40 000 personnes en une seule épidémie. La maladie apparaissait apparemment au hasard, frappant les communautés sans avertissement. Les gens du Moyen Âge, incapables de comprendre la véritable cause, interprétaient les épidémies d'ergotisme comme des manifestations de la colère de Dieu. La maladie touchait de manière disproportionnée les pauvres, en particulier les ruraux pauvres, qui dépendaient fortement du pain de seigle comme aliment de base. Le pain noir, fait de seigle, est parfois complété avec des ingrédients moins chers, comme de l'écorce d'arbres moulus, des glands ou même de la terre en période de disette, était le plat standard des paysans et des soldats. Lorsque l'ergot infectait la récolte de seigle,
ceux qui mangeaient le plus de pain de seigle souffraient des taux les plus élevés d'ergotisme. Les chevaliers en campagne couraient un risque important d'ergotisme, car les rations militaires comprenaient des quantités substantielles de pain, souvent du pain noir, à base de seigle, d'avoine ou d'orge. La qualité des céréales utilisées pour le pain militaire était rarement élevée. Les officiers d'intendance achetaient des céréales disponibles et abordables. Des céréales contaminées pouvaient facilement entrer dans les chaînes d'approvisionnement militaire. La nature insidieuse de l'ergotisme le rendait particulièrement dangereux. Contrairement à la viande avariée, le pain infecté par l'ergot avait une apparence et un goût très similaires à ceux du pain normal. Les victimes n'avaient aucun avertissement jusqu'à ce que les symptômes commencent à apparaître, généralement des heures ou des jours après la consommation. La réponse de la société médiévale à l'ergotisme a évolué avec le temps. L'ordre de Saint-Antoine a émergé au XIe siècle spécifiquement pour soigner les victimes de l'ergotisme. À la fin du XVe siècle, cet ordre avait établi 370 hôpitaux à travers l'Europe. Ces hôpitaux ne pouvaient pas guérir l'ergotisme, mais ils pouvaient fournir ce qui s'est avéré être le traitement le plus efficace disponible, du pain fabriqué à partir de céréales non infectées. Lorsque les victimes cessaient de consommer de l'ergot et recevaient une meilleure nutrition, leurs symptômes s'amélioraient souvent si la maladie n'avait pas trop progressé. Pour les commandants planifiant des campagnes, l'ergotisme représentait une menace imprévisible qui pouvait dévaster une armée sans qu'une seule flèche ennemie ne soit tirée. Une épidémie d'ergotisme parmi les soldats pouvait paralyser l'efficacité au combat d'une force en quelques jours. Le pain empoisonné apportait la souffrance à grande échelle, transformant le bâton de vie en un agent de mort. Aussi horrible que fût l'empoisonnement gangreneux, il avait de la compagnie dans le catalogue des souffrances liées à la nourriture endurée par les chevaliers médiévaux. Les croisades représentaient la logistique militaire médiévale, poussée à son point de rupture absolue. Ces campagnes exigeaient que les armées européennes parcourent des milliers de kilomètres depuis leur foyer, puis se maintiennent dans un environnement étranger, avec un soutien local limité. Les chroniques contemporaines décrivent ces expéditions comme de longues et misérables affaires, caractérisées par la maladie, le mauvais temps, l'exposition aux éléments et la malnutrition chronique. Parmi les nombreuses maladies qui affligèrent les armées croisées, le scorbut occupe une place spéciale dans l'histoire médicale, car les croisades médiévales ont fourni les premières descriptions médicales claires de cette maladie de carence en vitamine C. Le scorbut résulte d'un manque prolongé de fruits et légumes frais dans l'alimentation. Sans vitamine C, le corps ne peut pas maintenir correctement le collagène, la protéine qui maintient les tissus ensemble. La progression du scorbut commence subtilement par de la fatigue et de la faiblesse. À mesure que la carence se poursuit, les gencives deviennent enflées, sensibles et sujettes au saignement. Les dents se déchaussent à mesure que les gencives se détériorent. À des stades avancés, les victimes souffrent d'hémorragie interne, d'insuffisance organique et finalement de la mort. Les preuves archéologiques confirment que le scorbut a frappé les croisés avec une fréquence dévastatrice. L'examen moderne de la mâchoire du roi Louis IX de France a révélé des signes très forts de dommages dus au scorbut. L'un des récits les plus vifs nous vient de Jean de Joinville, un chroniqueur qui a accompagné le roi Louis lors de la 7e croisade. Joinville a décrit avec des détails poignants la grave nécrose gingivale qui affligeait les croisés. Le tissu gingival devenait si malade que les barbiers devaient couper le tissu mort de la bouche des croisés pour qu'ils puissent continuer à se nourrir. La 3e croisade, qui dura de 1189 à 1192, a vu des épidémies répétées balayer les armées chrétiennes, la maladie façonnant l'issue de la campagne autant que la stratégie militaire. Le scorbut n'était pas la seule carence nutritionnelle qui tourmentait les croisés. Les sources historiques documentent également la cécité nocturne, un symptôme de la carence en vitamine A. Les rations militaires médiévales, axées sur la fourniture de calories par le biais de biscuits de mer et de viande conservée, offraient une variété nutritionnelle minimale. En campagne en Terre Sainte, à des milliers de kilomètres de chez eux, les aliments frais étaient rarement disponibles. Les chroniques rapportent de nombreux cas où un grand nombre de croisés sont morts de faim. Lorsque les chevaliers étaient réduits à manger de l'orge, une céréale considérée comme inférieure et convenant principalement aux classes inférieures et aux animaux, les contemporains reconnaissaient cela comme un signe que l'armée traversait une période difficile. Pire encore étaient les occasions où les armées manquaient complètement de céréales. Le siège d'Antioche, lors de la première croisade, illustre les extrêmes de la famine qui pouvait affliger les armées médiévales.
Ce siège exténuant a duré 8 mois, d'octobre 1097 à juin 1098, l'armée des croisés luttant contre la famine, la maladie et la désertion tout au long de cette épreuve. Les sources historiques affirment que la maladie et la famine ont tué de nombreux croisés pendant cette période. Le désespoir a atteint un tel point que les chroniqueurs décrivent des croisés qui, en pénétrant dans les camps de l'armée musulmane et en découvrant des réserves de nourriture, arrêtèrent de se battre et commençaient à manger. Peut-être qu'aucun acte ne symbolise mieux le désespoir des armées croisées affamées que la consommation de leurs chevaux. Pour un chevalier médiéval, le destrier représentait bien plus qu'un moyen de transport. Ces animaux étaient extrêmement précieux, coûtant autant qu'une petite ferme. Ils étaient essentiels à l'identité et à l'efficacité militaire du chevalier. Tuer et manger son destrier signifiait abandonner l'espoir du combat monté. Pourtant, les sources historiques documentent que les chevaliers ont été contraints de manger leurs destriers et autres bêtes de somme pendant les pires crises alimentaires. Les mathématiques caloriques racontent une partie de l'histoire. Les soldats et les chevaliers avaient besoin d'environ 5000 calories par jour pour accomplir les tâches physiques exigeantes qui leur étaient demandées. Les rations standards, lorsqu'elles étaient disponibles, répondaient à peine à ces besoins. Lorsque les rations étaient réduites en raison de pénurie d'approvisionnement, on attendait des hommes qu'ils continuent à effectuer le même travail exténuant avec une fraction des calories nécessaires. Ce déficit calorique chronique avait des effets profonds sur l'efficacité militaire. Les soldats mal nourris manquaient de la force et de l'endurance nécessaires pour un combat soutenu. La résistance aux maladies diminuait à mesure que les systèmes immunitaires s'affaiblissaient. Les blessures guérissaient mal ou pas du tout. Les croisades représentaient de l'extrémité des défis alimentaires militaires médiévaux, mais même les campagnes de routine en Europe entraînaient de graves pénuries alimentaires. Alors que les croisades représentaient le défi extrême de faire campagne à des milliers de kilomètres de chez soi, même la guerre en Europe mettait à l'épreuve les limites de la logistique médiévale. La guerre de Cent Ans fournit de nombreux exemples de la manière dont les approvisionnements alimentaires, ou leur absence, déterminaient l'issue des campagnes aussi sûrement que le génie tactique ou la bravoure individuelle. Le défi fondamental était simple. Les armées médiévales consommaient de la nourriture beaucoup plus vite que la campagne ne pouvait en fournir. Une armée de 10 000 hommes nécessitait 10 000 kg de pain et 4 000 kg de viande par jour. Aucune région médiévale ne pouvait supporter une telle consommation pendant longtemps sans être entièrement dépouillée de nourriture. Les armées anglaises ont développé la stratégie connue sous le nom de chevaucher, en partie pour relever ce défi d'approvisionnement. Plutôt que de dépendre entièrement des convois de ravitaillement depuis l'Angleterre, les armées vivaient sur le pays, pillant systématiquement la campagne française. La campagne de Crécy de 1346 montre cette stratégie en action et démontre également ses limites. L'armée d'Édouard III a débarqué en Normandie en juillet 1346 avec un convoi de ravitaillement considérable. Au début, la stratégie de la chevauchée a bien fonctionné. L'armée anglaise a trouvé de la nourriture en abondance dans la riche Normandie. Cependant, les commandants français comprenaient l'importance stratégique de la nourriture. Plutôt que de permettre aux Anglais de continuer à piller à leur guise, les forces françaises ont commencé à mettre en œuvre une politique de la terre brûlée, dépouillant les régions de nourriture avant que les Anglais ne puissent les atteindre. L'armée anglaise a finalement commencé à manquer de provisions. Ils se sont retrouvés piégés dans un territoire que les Français avaient dépouillé de nourriture. La situation est devenue critique, alors que les Anglais cherchaient à traverser la Somme. Ce qui a sauvé l'armée d'Édouard, c'est la découverte d'un gué à Blanchetaque que les Français n'avaient pas suffisamment dépouillé de provisions. La campagne dans cette région était encore riche en nourriture et en butin. L'armée anglaise a traversé la Somme, s'est gavée des provisions capturées et a marché vers sa célèbre victoire à Crécy. La découverte de nourriture s'est avérée aussi cruciale pour l'issue de la campagne que les décisions tactiques prises pendant la bataille elle-même. La campagne d'Azincourt de 1415 fournit un exemple encore plus frappant. L'armée d'Henri V avait très peu de nourriture tout au long de cette épreuve. Ils ont marché 260 miles en 2 semaines et demie, souffrant de dysenterie et d'autres maladies. Les récits contemporains décrivent les Anglais comme étant épuisés par la faim et la maladie lorsqu'ils se sont finalement tournés pour affronter les Français à Azincourt. L'erreur de calcul stratégique d'Henri sur la durée de la marche et la quantité de nourriture nécessaire a failli détruire son armée avant qu'elle n'engage l'ennemi. Les campagnes d'Édouard Ier en Écosse montrent à la fois l'évolution des systèmes d'approvisionnement et leur vulnérabilité persistante.
Lors de la bataille de Falkirk en 1298, Guillaume Wallace a employé des tactiques de terre brûlée. Les pénuries alimentaires ont poussé l'armée anglaise au bord de la mutinerie. Une campagne écossaise ultérieure, en 1327 à Weardale, a vu les conditions se détériorer, à un point tel que les chevaux ont été réduits à manger des feuilles et de l'herbe de bruyère moisie, alors que les réserves de céréales diminuaient. L'ampleur des besoins en fourrage pour les chevaux stupéfiait même les systèmes d'approvisionnement bien organisés. La campagne écossaise d'Édouard Ier de 1298 comprenait environ 3400 destriers. Ces animaux nécessitaient environ 20 tonnes de céréales par jour, rien que pour les chevaux, sans compter les besoins des soldats. Les commandants médiévaux devaient équilibrer de multiples considérations lors de la planification des campagnes et de manière cruciale, les approvisionnements alimentaires. Le plus grand génie tactique ne pouvait pas gagner de bataille avec des soldats trop affaiblis par la faim pour combattre efficacement. Les lignes de ravitaillement devinrent aussi importantes que les lignes de front. La nourriture déterminait les issues, et la faim était un ennemi aussi mortel que n'importe quel chevalier ou archer. Cela nous amène à un autre contexte où la famine est devenue une arme délibérée, la guerre de siège. La guerre de siège représentait la stratégie militaire médiévale, réduite à ses éléments les plus fondamentaux, une force tentant de réduire l'autre à la soumission par la faim. La tactique était brutalement simple: encercler un château, une ville ou une position fortifiée, couper tous les approvisionnements et attendre que la soif et la faim poussent les défenseurs à se rendre. Les défenseurs se préparant à un siège faisaient de face à la tâche critique de stocker suffisamment de nourriture avant que les assiégeants ne puissent les couper du monde. Les entrepôts du château devaient contenir suffisamment de provisions pour soutenir toute la garnison, ainsi que les civils qui s'étaient réfugiés entre les murs pour une durée inconnue. Les systèmes de stockage du château comprenaient des garde-manger frais pour les denrées sèches, des lardiers pour les viandes conservées et des laiteries pour le fromage. Assurer un approvisionnement en eau adéquate était tout aussi critique, généralement par des puits creusés à l'intérieur des murs du château. Les premières étapes d'un siège voyaient les deux camps relativement à l'aise, mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, les conditions se détérioraient. Les défenseurs voyaient leur stock diminuer de jour en jour. La nourriture fraîche s'épuisait en premier, ne laissant que des rations conservées et séchées. Les assiégeants faisaient de face à leurs propres défis alimentaires. Une armée campant dans des conditions de campement sordides pendant des mois créait d'énormes problèmes sanitaires. Les lignes de ravitaillement apportant de la nourriture aux assiégeants s'étendaient sur de longues distances et étaient vulnérables aux attaques. Les récits médiévaux documentent des cas où les armées assiégeantes étaient menacées par la même maladie et la même famine destinée aux assiégés. Alors que les mois passaient et que les réserves de nourriture diminuaient à des niveaux critiques, les deux camps étaient donc confrontés à des choix de plus en plus désespérés. Les défenseurs mettaient en place un rationnement de plus en plus strict. La qualité n'avait plus d'importance. Tout ce qui était vaguement comestible était consommé. Des mesures d'urgence devenaient nécessaires. Il existe des récits historiques de défenseurs in extremis buvant le sang des chevaux, saignant leurs précieux animaux pour obtenir une certaine subsistance nutritionnelle, tout en les gardant en vie. La décision de manger les chevaux marquait un point de bascule critique dans tout siège. Les chevaux représentaient une valeur énorme. Un destrier pouvait coûter plus que ce que la plupart des paysans gagnaient en une vie. Consommer les chevaux signifiait accepter que la défaite était probable. Pourtant, lorsque les gens étaient confrontés à une véritable famine, ces considérations s'effaçaient devant le besoin immédiat de survivre. Les archives historiques donnent un aperçu de jusqu'où la faim pouvait pousser les gens. Pendant la grande famine de 1315, la chronique de Bristol a enregistré des conditions de désespoir extrêmes. La chair de cheval et la chair de chien étaient aussi considérées comme de la bonne viande. La chronique va plus loin, notant l'horreur la plus extrême. Certains mangèrent leurs propres enfants. Les sièges médiévaux, créant une famine artificielle à l'intérieur des murs du château, produisaient un désespoir similaire. La dimension psychologique de la famine de siège était aussi terrible que la réalité physique. Les défenseurs voyaient leurs réserves de nourriture diminuer jour après jour, calculant combien de jours de plus ils pouvaient tenir. L'espoir s'estompait avec les réserves de nourriture. Lorsque les réserves de nourriture atteignaient des niveaux critiques et qu'aucun secours n'apparaissait, les défenseurs faisaient face à la sombre réalité que la reddition était leur seule option. Le calcul stratégique pour les assiégeants et les assiégés devenait une course.
Les assiégeants pouvaient-ils attendre que les réserves de nourriture des défenseurs s'épuisent avant que leur propre armée ne se dissolve? Les défenseurs pouvaient-ils tenir assez longtemps pour que des secours arrivent? Les réserves de nourriture déterminaient les réponses. Tout au long de ces épreuves, que ce soit en campagne ou en état de siège, les chevaliers médiévaux enduraient une nourriture qui allait de à peine mangeable à activement dangereuse. Pourtant, un groupe de guerriers médiévaux a démontré qu'il n'était pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Au milieu du catalogue de nourriture terrible et de leurs conséquences dévastatrices sur la santé qui caractérisait la vie militaire médiévale, les chevaliers templiers se distinguent comme une exception remarquable. Ces moines guerriers ont développé des pratiques alimentaires qui ont abouti à une longévité exceptionnelle pour leurs membres. Les preuves historiques indiquent que de nombreux templiers vivaient au-delà de 60 ans, un exploit remarquable à une époque où l'espérance de vie moyenne des riches propriétaires terriens était d'environ 31 ans. La clé de la santé des Templiers résidait dans leurs règles primitives, l'ensemble complexe de règlements régissant la vie templière. Au début du XIIe siècle, l'abbé français Bernard de Clairvaux a joué un rôle central dans l'élaboration de ces règles, qui ont été achevées en 1129. Ces réglementations alimentaires, appliquées strictement au sein de l'ordre, différaient radicalement des habitudes alimentaires des chevaliers séculiers. Le régime templier limitait la consommation de viande à seulement 3 jours par semaine, une restriction radicale pour un ordre militaire médiéval. Les chevaliers de la société séculière valorisaient la consommation de viande et en mangeaient chaque fois que possible. Les templiers, en revanche, ne consommèrent de la viande que certains jours désignés et parfois 2 fois par jour, le dimanche. Lorsqu'ils mangèrent de la viande, il s'agissait généralement de bœuf rôti, de jambon ou de lard, assaisonné uniquement de sel plutôt que de sauce riche. Les lundis, mercredis et samedis, les Templiers suivaient des régimes végétariens à base de lait, d'œufs, de fromage et de plats de légumes. Leur potage était fait d'avoine ou de légumineuses comme les lentilles, les haricots et les pois. Ils mangeaient des bouillies et des ragoûts de légumes riches en fibres, qui fournissaient des protéines complètes grâce à la combinaison de céréales et de légumineuses. Cette inclusion régulière de repas à base de plantes assurait un apport nutritionnel varié et une consommation élevée de fibres. Les vendredis suivirent les coutumes de jeûne catholique, exigeant l'abstinence de tous les produits d'origine animale, à l'exception du poisson. Les Templiers obtenaient leurs protéines ces jours-là à partir de poissons et d'amandes, ces dernières étant particulièrement importantes car les amandes fournissaient des graisses saines, des protéines et divers micronutriments. Le caractère méditerranéen du régime templier a contribué de manière significative à ces bienfaits pour la santé. Opérant principalement en Terre Sainte et autour du bassin méditerranéen, les Templiers avaient accès aux produits frais caractéristiques de cette région: figues, amandes, grenades, olives et céréales abondantes. Ils utilisaient de l'huile d'olive plutôt que les graisses animales préférées en Europe du Nord. Les légumes et les légumineuses figuraient en bonne place dans leur alimentation. Les règles d'hygiène distinguaient encore davantage les Templiers. La règle primitive exigeait que les Templiers se lavent les mains avant de manger ou de prier, une pratique inhabituelle à une époque où le lavage des mains n'était pas largement reconnu comme important pour la santé. Le réfectoire où les Templiers mangeaient devait être très propre, avec des nappes disponibles. Ces pratiques d'hygiène, combinées à l'accent général de l'ordre sur la propreté, réduisaient la transmission des maladies. Les avantages pour la santé du régime templier deviennent clairs lorsqu'on le compare au régime aristocratique médiéval typique et à ses maladies associées. Les riches nobles séculiers qui pouvaient se permettre de manger de la viande quotidiennement souffraient souvent de la goutte, d'obésité, de diabète sucré et d'un taux de cholestérol élevé. Ces conditions, rares ou inconnues chez les Templiers, résultaient directement d'une consommation excessive de viande et de régimes riches en graisse. L'équilibre et la modération du régime templier protégeaient les membres de ces afflictions. La science nutritionnelle moderne reconnaît que le régime templier est remarquablement similaire aux recommandations diététiques actuelles. Une consommation élevée de légumes et de céréales complètes, un apport modéré en viande, l'inclusion de poissons et de graisses saines comme l'huile d'olive et du vin avec modération. Ces principes s'alignent sur les recommandations du régime méditerranéen promues par les autorités sanitaires modernes. Pourquoi les autres organisations militaires n'ont-elles pas adopté des pratiques similaires? Premièrement, les Templiers étaient une organisation unique, combinant fonctions militaires et discipline monastique.
Leurs membres faisaient vœu d'obéissance, permettant à l'ordre d'imposer des restrictions alimentaires que les chevaliers séculiers n'auraient jamais acceptées volontairement. Deuxièmement, les ressources et la capacité organisationnelle pour maintenir un tel régime nécessitaient l'infrastructure étendue des Templiers. La plupart des forces militaires en manquaient. Troisièmement, les préférences culturelles de la noblesse séculière élevaient la consommation de viande au rang de symbole de statut. Les Templiers ont démontré que des habitudes alimentaires plus saines produisaient des vies plus longues et plus actives. Ils ont prouvé que l'efficacité militaire ne nécessitait pas les régimes riches en viande et nutritionnellement déséquilibrés courants chez les guerriers séculiers. Pourtant, malgré cet exemple vivant, le reste de la culture militaire médiévale a continué sur sa voie familière de nourriture terrible et des maladies qu'elle entraînait. Ce contraste nous amène à examiner systématiquement ce que toute cette nourriture terrible a fait à la santé des chevaliers et des soldats médiévaux. L'examen des aliments individuels et des campagnes spécifiques donne un aperçu de l'horreur du régime militaire médiéval. Mais prendre du recul pour évaluer les effets cumulés sur la santé révèle la véritable ampleur des dégâts. Les chevaliers et les soldats n'enduraient pas seulement des repas désagréables, ils subissaient des conséquences graves, souvent permanentes, sur leur santé après des années d'alimentation de campagne. Les dommages cardiovasculaires figuraient en tête de liste des conséquences à long terme sur la santé. La teneur extrêmement élevée en sel des viandes conservées soumettait les soldats à un apport en sodium qui dépassait largement les niveaux sains, même selon les normes modernes. Les régimes militaires médiévaux poussèrent la consommation quotidienne bien au-delà des limites de sécurité. La consommation excessive chronique de sel augmentait la pression artérielle, endommageait les vaisseaux sanguins et augmentait le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. La destruction dentaire représentait une autre conséquence grave. La texture dure comme de la pierre du biscuit de mer et du stockfish endommageait directement les dents. La carence en vitamine C due au scorbut attaquait les dents sous un autre angle, provoquant une maladie des gencives qui déchaussait les dents. Les récits contemporains de croisés perdant leurs dents ou nécessitant que des barbiers coupent le tissu gingival nécrotique illustrent la gravité de ces problèmes dentaires. Une fois les dents perdues, manger devenait plus difficile, créant un cercle vicieux où une capacité de mastication altérée entraînait une nutrition encore plus mauvaise. Les troubles digestifs tourmentaient constamment les soldats. Le régime monotone de biscuits de mer provoquait la diarrhée chez de nombreux consommateurs. La nourriture et l'eau contaminée causaient la dysenterie. Les systèmes digestifs des soldats médiévaux étaient sous un stress constant. Les carences en vitamines créaient les crises de santé les plus dramatiques et les plus débilitantes. Le scorbut progressait par des stades de plus en plus graves, fatigue et faiblesse initiale, puis gencives saignantes et dents déchaussées, suivies de la réouverture d'anciennes blessures et enfin d'hémorragies internes et d'insuffisances organiques. La cécité nocturne due à une carence en vitamine A altérait la capacité des soldats à fonctionner dans des conditions de faible luminosité. D'autres carences en vitamines et minéraux provoquaient une fatigue chronique, une faiblesse et une mauvaise cicatrisation des blessures. La prédisposition aux maladies augmentait de façon spectaculaire chez les soldats mal nourris. Le système immunitaire a besoin d'une nutrition adéquate pour fonctionner correctement, et la malnutrition chronique supprimait la réponse immunitaire. Lorsque des maladies épidémiques balayèrent les armées, les soldats mal nourris tombaient malades à des taux plus élevés et mouraient plus fréquemment. L'impact sur la santé mentale d'une nourriture terrible mérite d'être reconnu aux côtés des effets physiques. Le bilan psychologique de manger une nourriture monotone, désagréable, parfois répugnante, jour après jour pendant des mois ou des années, sapait le moral et l'esprit. La faim constante qui accompagnait des rations inadéquates affectait la fonction cognitive et la prise de décision. Le stress de la famine potentielle créait une pression psychologique qui aggravait la souffrance physique. Ses conséquences sur la santé avaient un impact direct sur l'efficacité militaire. La science du sport moderne démontre que la nutrition affecte considérablement les performances physiques. La force, l'endurance, le temps de réaction et la récupération après l'effort dépendent tous d'une nutrition adéquate. Les chevaliers et les soldats médiévaux, chroniquement mal nourris et souffrant de diverses maladies de carence, performaient bien en deçà de leur capacité potentielle. Les chroniques historiques fournissent d'abondantes preuves de ces effets. Les récits notent régulièrement des armées affaiblies par la faim et la maladie. Des batailles ont été perdues parce que les troupes étaient trop faibles pour combattre efficacement,
Des sièges ont été abandonnés parce que les assiégeants devenaient trop malades pour continuer. L'impact traversait les clivages sociaux. Les chevaliers d'élite souffraient des mêmes maladies liées à l'alimentation que les simples fantassins. Une origine aristocratique n'offrait aucune protection contre le scorbut lorsque les produits frais n'étaient pas disponibles. L'effet de nivellement de la vie militaire s'étendait aux conséquences sur la santé. Le retour au foyer marquait le début d'une période de convalescence pour les survivants, mais les dommages étaient souvent permanents. La nourriture fraîche restaurait progressivement une certaine vitalité, mais les dommages cardiovasculaires dus à des années de consommation excessive de sel ne pouvaient être inversés. Les dents perdues ne repoussaient pas. L'espérance de vie était réduite par les dommages de santé accumulés lors des épreuves de la campagne. Ce catalogue de conséquences sur la santé soulève une question fondamentale. Pourquoi les chevaliers enduraient-ils ces conditions? Comprendre leur motivation nécessite d'examiner le réseau complexe de devoirs, d'ambition, de culture et de nécessité qui liaient les chevaliers médiévaux au service militaire malgré ces conditions effroyables. Après avoir examiné la nourriture épouvantable que les chevaliers mangeaient et les graves conséquences sur leur santé qu'ils subissaient, nous sommes confrontés à une question fondamentale. Pourquoi l'enduraient-ils? Les réponses résident dans une interaction complexe d'obligations sociales, de valeurs culturelles, d'incitations économiques, de devoirs religieux et de nécessités pratiques. Le code chevaleresque qui régissait le comportement des chevaliers créait de puissantes obligations de service militaire. Les chevaliers étaient liés par des serments de loyauté à leur seigneur et à leur roi. Ces serments n'étaient donc pas simplement cérémoniels, mais représentaient des liens sacrés qui définissaient l'honneur et le statut social d'un chevalier. Lorsqu'un seigneur convoquait ses chevaliers en campagne, refuser cet appel signifiait rompre son serment, un acte de déshonneur qui pouvait détruire la réputation d'un chevalier. Le devoir militaire n'était pas facultatif, il était fondamental à ce que signifiait être un chevalier. La quête de la gloire motivait puissamment les chevaliers tout au long de la période médiévale. La culture médiévale glorifiait la prouesse martiale au-dessus de presque toutes les autres vertus pour la classe guerrière. Les victoires au combat apportaient une renommée personnelle qui rehaussait la réputation d'un chevalier. Le succès à la guerre pouvait apporter des récompenses tangibles, des terres accordées par des seigneurs reconnaissants, des richesses acquises par le pillage et les rançons, et un statut social amélioré. Pour les chevaliers ambitieux, les campagnes militaires représentaient des opportunités d'avancement impossibles à obtenir en temps de paix. La nécessité économique poussait de nombreux chevaliers au service militaire, malgré ces difficultés. De nombreux chevaliers, en particulier les fils cadets qui n'héritaient pas des domaines familiaux, dépendaient du service militaire pour leurs revenus et leur position sociale. La solde de campagne, bien que modeste, fournissait un revenu régulier. Plus important encore, l'opportunité d'acquérir du butin par le pillage et de capturer des chevaliers ennemis pour rançon offrait des voies vers la richesse. La motivation religieuse, en particulier pendant les croisades, fournissait une justification puissante pour endurer la souffrance. La croisade était présentée non seulement comme un service militaire, mais comme une forme de pèlerinage armé qui rapportait des récompenses spirituelles. Les papes offraient des indulgences aux croisés, promettant la rémission des péchés. La défense des lieux saints chrétiens était présentée comme un devoir sacré qui justifiait tout sacrifice. La vie médiévale était généralement rude pour toutes les classes sociales, créant une attente de la rudesse qui différait fondamentalement des hypothèses modernes. Les gens du Moyen Âge s'attendaient à ce que la vie soit difficile, douloureuse et relativement courte. Ce contexte culturel rendait les difficultés des campagnes militaires moins extraordinaires. Les chevaliers étaient élevés dans une culture qui valorisait la robustesse physique et la capacité à endurer l'inconfort sans se plaindre. La pression des pairs et la culture de l'honneur renforçaient puissamment ces attentes. Les chevaliers servaient aux côtés de leurs pairs, et la réputation comptait énormément. Montrer de la faiblesse devant ses compagnons chevaliers risquait le ridicule et la perte de statut. Inversement, endurer les difficultés stoïquement rehaussait la réputation et démontrait les vertus masculines que la culture chevaleresque célébrait. L'adaptation pratique aidait les humains à faire face à des conditions qui semblaient initialement insupportables. La capacité humaine à s'adapter à la nécessité est remarquable. Des mécanismes d'adaptation se sont développés. L'humour noir sur les rations terribles, les techniques pour rendre le biscuit de mer plus mangeable, les stratégies psychologiques pour maintenir le moral. Les alternatives à l'endurance de ces difficultés étaient encore pires,
La désertion signifiait la perte de statut, de revenus et d'identité. Un chevalier qui abandonnait son poste risquait potentiellement l'exécution. Même s'il échappait à une punition immédiate, il rentrait chez lui sans honneur, déshonoré devant sa famille et ses pairs. En comparaison, endurer la mauvaise nourriture et souffrir à travers de terribles campagnes semblait préférable au désastre certain que la désertion entraînait. Cette combinaison de facteurs créait un puissant tissu de motivation et de contraintes qui maintenait les chevaliers sur le terrain malgré des conditions qui semblent presque incompréhensiblement terribles aux observateurs modernes. Ils servaient parce que l'honneur l'exigeait, parce que la gloire les appelait, parce que la survie économique le requérait, parce que le devoir religieux les convoquait, parce que leur culture l'attendait, et parce que les alternatives étaient inacceptables. Les pires aliments que les chevaliers mangeaient étaient plus que des curiosités culinaires. Ils étaient au cœur de l'expérience de la guerre médiévale, façonnant l'issue des campagnes, déterminant qui vivait et mourait, et testant l'endurance humaine jusqu'à ses limites. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, nous pouvons maintenant réfléchir à ce que ces expériences médiévales nous enseignent. Le voyage que nous avons entrepris à travers les pires aliments consommés par les chevaliers médiévaux révèle un monde radicalement différent de l'imagerie romantique de la chevalerie qui domine l'imaginaire populaire. Derrière l'armure étincelante et les nobles tournois se cachait une sombre réalité de biscuits de mer infestés d'insectes, de viande encroûtée de sel, de poissons séchés âcres, d'eau contaminée et de pain empoisonné. Ces aliments n'étaient pas de simples inconvénients, mais plutôt des facteurs centraux de la guerre médiévale, déterminant le succès ou l'échec des campagnes, tuant plus de soldats que les armes ennemies, et infligeant des dommages permanents à la santé de ceux qui survivaient. Lorsque nous regardons cette histoire à travers le prisme d'aujourd'hui, le contraste avec l'approvisionnement militaire moderne devient frappant. Les forces armées contemporaines investissent d'énormes ressources dans la science de la nutrition, reconnaissant que des soldats efficaces nécessitent une nutrition adéquate. Les rations militaires modernes sont conçues non seulement pour la densité calorique et la conservation, mais aussi pour l'équilibre nutritionnel et même le soutien du moral par la palatabilité. Les armées médiévales manquaient totalement de cette compréhension, traitant la nourriture principalement comme un carburant pour maintenir les soldats à un niveau de fonctionnement minimal, plutôt que comme un facteur critique de l'efficacité militaire. L'importance stratégique de la nourriture dans la guerre médiévale ne peut être surestimée. Les lignes de ravitaillement étaient aussi critiques que les lignes de front, et les généraux qui comprenaient la logistique atteignaient leurs objectifs, tandis que ceux qui négligeaient l'approvisionnement voyaient leur campagne échouer. L'évolution d'Édouard Ier vers des systèmes d'approvisionnement centralisés démontre un apprentissage par l'expérience. Inversement, l'erreur de calcul d'Henri V pendant la campagne d'Azincourt a failli entraîner un désastre. La nourriture déterminait les issues aussi sûrement que les décisions tactiques ou la bravoure individuelle. Le coût humain s'étend bien au-delà des statistiques. Des milliers sont morts de faim, de scorbut, de dysenterie, d'ergotisme et d'autres causes liées à l'alimentation. Ce n'étaient pas des pertes abstraites, mais des êtres humains individuels qui ont terriblement souffert. Le croisé dont les gencives pourrissaient à cause du scorbut, le soldat qui avalait jour après jour des biscuits de mer infestés d'insectes, le chevalier contraint de tuer et de manger son destrier bien-aimé. Derrière chaque statistique se cache une souffrance individuelle qui mérite d'être reconnue. La dimension de classe de la nourriture de campagne offre des aperçus importants sur les structures sociales médiévales. Les guerriers d'élite ont vu cette dimension de leur statut s'effacer lorsqu'ils partaient en guerre. La viande fraîche devenait indisponible en campagne, remplacée par les mêmes provisions encroûtées de sel que mangèrent les simples soldats. Pourtant, les Templiers ont démontré que l'organisation et la discipline pouvaient surmonter ces défauts. Grâce à des règles alimentaires structurées et à des pratiques d'hygiène imposées, ils ont maintenu une meilleure nutrition et atteint une longévité remarquable. La leçon qu'ils ont enseignée, à savoir que la connaissance et l'organisation comptaient plus que le statut social pour déterminer les résultats en matière de santé, reste pertinente à travers les siècles. Ce que nous apprenons sur la société médiévale en étudiant l'alimentation militaire s'étend au-delà de la guerre elle-même. Les limites technologiques de la période médiévale ont profondément façonné tous les aspects de la vie. Sans réfrigération, la nourriture fraîche ne pouvait pas être transportée sur de longues distances. Sans compréhension de la théorie des germes, les maladies d'origine hydrique ne pouvaient être prévenues. Sans science de la nutrition,
les maladies de carence n'étaient pas reconnues. Ces limitations contraignaient ce qui était possible militairement et infligeaient de terribles coûts humains. L'héritage historique de ces expériences alimentaires médiévales a façonné l'évolution de la logistique militaire au cours des siècles suivants. La reconnaissance qu'une armée marche sur son estomac est née des dures leçons apprises lors des campagnes médiévales. L'amélioration progressive des systèmes d'approvisionnement, le développement de meilleures techniques de conservation et finalement l'application de la nutrition scientifique à l'approvisionnement militaire, tout cela s'est construit sur des fondations posées à l'époque médiévale. L'exemple des Templiers démontre un point crucial. Une meilleure nutrition était possible même avec les contraintes médiévales. Les Templiers ont obtenu des résultats de santé supérieurs, non pas grâce à une technologie avancée indisponible pour leurs contemporains, mais par la mise en œuvre des connaissances, la discipline et la capacité organisationnelle. La plupart des organisations militaires médiévales manquaient de la combinaison unique de facteurs qui a permis le succès alimentaire des Templiers. Cet écart entre savoir ce qui fonctionne et l'appliquer largement reste un défi dans de nombreux domaines. Même aujourd'hui, relier ce passé médiéval aux réalités présentes révèle des continuités dans l'expérience humaine. Les soldats modernes sont toujours confrontés à des défis alimentaires en déploiement, même avec une technologie largement supérieure. Le besoin humain fondamental d'une nutrition adéquate reste inchangé. La perspective historique sur les programmes de nutrition militaire actuels souligne à quel point les capacités ont progressé, tout en nous rappelant que nourrir des armées dans des conditions difficiles reste un défi. L'histoire humaine plus large, intégrée dans l'alimentation militaire médiévale, transcende les aliments spécifiques eux-mêmes. Cette histoire parle de la résilience, de l'adaptabilité et de la détermination humaine. Les chevaliers qui ont enduré des mois ou des années de nourriture terrible, de malnutrition chronique et de risques de maladie, qui ont continué à se battre malgré l'affaiblissement physique, ont fait preuve d'une force d'âme remarquable. Comprendre cette réalité ne romantise pas leur souffrance, mais l'honore plutôt en reconnaissant toute son étendue. Derrière l'image romantique de la chevalerie médiévale se cache la sombre réalité que nous avons explorée. Des biscuits durs comme de la pierre, grouillant d'insectes, de la viande si complètement saturée de sel qu'elle nécessitait des heures de trempage, de l'eau contaminée par des déchets, du pain empoisonné par un champignon, et la famine progressive qui réduisait de fiers guerriers à manger leurs chevaux. Pourtant, malgré toute cette souffrance, les chevaliers ont persisté. Les campagnes ont continué. L'histoire a été faite par des gens qui ont enduré des conditions qui briseraient la plupart des individus modernes. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de ce que les chevaliers médiévaux mangeaient vraiment lorsqu'ils partaient en guerre. J'espère que vous avez acquis une nouvelle appréciation de la réalité humaine derrière les légendes, du fossé énorme entre l'imagerie populaire et la vérité historique, et de la résilience des gens qui ont enduré des épreuves que nous pouvons à peine imaginer. Regardez au-delà des armures étincelantes et des châteaux romantiques vers le biscuit de mer véreux et l'eau contaminée, révèle l'histoire médiévale dans toute sa réalité complexe, fascinante et souvent terrible. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans l'expérience authentique de la vie militaire médiévale, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo. Partagez-la avec toute personne intéressée à dépasser les mythes médiévaux pour comprendre le vrai Moyen-Âge. Abonnez-vous pour plus d'explorations historiquement exactes, de sujets qui remettent en question les idées reçues et révèlent la complexité fascinante sous les récits simples. Commentez ci-dessous avec vos réflexions. Quel aspect du régime militaire médiéval vous a le plus surpris? Quels autres aspects de la vie quotidienne médiévale aimeriez-vous voir explorés avec ce même engagement envers la réalité historique? Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous que l'histoire est bien plus complexe, plus humaine et plus fascinante que les mythes polis dont nous héritons. La vérité, aussi inconfortable ou inattendue soit-elle, récompense toujours l'investigation.